Salut à tous, épisode 9 avec cette Lotto Soudal qui teste en quelque sorte pour moi le Tour de France. Évidemment, j'ai aucun espoir de victoire finale sur cette épreuve, ça va de soi, mais par contre c'est sympa de la découvrir et puis comme ça aussi de voir un peu quel peut être le comportement de l'IA. On peut voir peut-être quelle sera la bataille entre Roglic et Bernal par exemple, puisque ça semble être quand même les deux principaux favoris. Après il y a aussi le recrutement dont je m'occupe de manière assez serrée. Vous en parlez après parce que ça peut être intéressant de donner une tournure sympathique à cette partie. On avait joué à l'épisode précédent les étapes 1, 2 et 3 de ce tour avec une première étape qui, honnêtement, intéressante. Après, moi, je la considère très clairement pour un sprinter. Hein. On voit que sur ce Tour de France, apparemment, c'est Pascal Ackermann qui est le meilleur de tous, surtout parce qu'il est lancé par Peter Sagan. Donc le train de la Bora Hansgrohe est carrément invincible dans ces conditions-là. On verra un petit peu si ça évolue ou si ça reste toujours la même tendance. Après, sur l'étape 2, j'avais envoyé De Gendt à l'avant et c'était plutôt une bonne opération parce qu'au final, De Gendt va s'emparer de pas mal de points au classement du maillot à pois. Et De Gendt devra s'y reprendre à deux fois hein, pour avoir comme ça la possibilité d'aller chercher de nouveau ici sur le Turini les points de la montagne. Voilà. Et puis après, il y a un moment donné où ça n'est plus possible sous l'impulsion du team Ineos notamment, qui a pas mal roulé. Après, on a aussi quelques hommes qui vont s'avérer très très en forme. Toujours intéressant de voir qui est en forme au début d'un grand tour sur Pro Cycling Manager, qui est en forme à la fin de ce grand tour. En général, c'est pas exactement les mêmes, donc c'est toujours sympa. Ça permet aussi de deviner quelle peut être la planification de l'IA dans le même temps. Tim Wellens s'était fait un tout petit peu, reprendre par Barguil, et puis après c'est carrément beaucoup plus net au moment où on approche dans les dernières centaines de mètres la ligne d'arrivée. Donc victoire de Warren Barguil sur une étape qui ressemblait beaucoup sur son final à une étape 8 par exemple de Paris-Nice, assez classique qu'on connaît assez fréquemment. Et après il y avait cette étape un petit peu de première étape de transition hein, puisqu'on se dirige vers les Alpes du Sud hein, depuis Nice, donc très clairement arrivé à Sisteron, là on est sur du terrain un petit peu accidenté. J'ai aussi profité pour envoyer Thomas De Gendt à l'avant. C'est bien parce qu'au final, comme on est libéré de la pression du classement général, où seul un top 10 avec Wellens me paraît envisageable, mais certainement pas garanti, du coup ça permet de tenter des coups en échappée, de voir un peu ce qui peut être fait. Et là, c'est Wellens qui va récupérer finalement les fruits du travail préliminaire des uns et des autres. Avec finalement, vous voyez, j'ai plus de chances de l'emporter là-dessus avec Wellens qu'avec Degenkolb. Et ça, c'est toute la force du puncher en fait, hein, sur ces étapes-là, le puncher résistant, le puncher endurant, voilà. On a donc traité ça. Et puis, à ce moment-là, il y avait aussi un volet recrutement dont j'avais commencé à parler. Il y a eu des votes qui ont été faits. Apparemment, la tendance va très très clairement en faveur de Dylan Teuns pour venir un petit peu muscler l'effectif comme ça de la Lotto Soudal, qui est un peu orpheline à la fois de l'horrible perte de Björn Lambrecht et de la perte un peu moins horrible bien sûr de Tish Benoît qui est parti chez Sunweb, parce qu'au moins lui est encore vivant, le pauvre Björn. Donc il y a un petit déficit, hein. C'est pour ça que je me permets d'aller chercher sur ce type de profil, surtout que Wellens peut, on sait jamais, aller un peu se recycler sur des classiques pavés, qui sait, suivant l'entraînement qu'on lui donne. Et puis il y a aussi sinon des petits jeunes auxquels on peut s'intéresser. Voilà ce que j'ai fait. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y avait comme allemand, comme belge, pour rester dans des nationalités dont on a un petit peu l'habitude du côté de la Lotto Soudal. Il y a ce jeune Huben là, qui a l'air plus qu'intéressant. Il y a un dénommé Pasqualino qui a l'air pas mal du tout en puncher, mais avec d'autres possibilités. Puis il y a ce jeune allemand, Veit Mezek, ça rappellera peut-être des souvenirs à certains, ce petit régène là qui a l'air là aussi de peut-être avoir de l'intérêt. On va le superviser, même si le scouting sur PCM n'est pas le truc qui me paraît le plus performant du jeu, disons, mais c'est pas grave, on va quand même y aller et voir un peu ce que le scout donnera.
Après, je pars quand même sur ces régènes-là, normalement. Hein. Je vais aller prendre du jeune. Allez, c'est terminé. Là, maintenant, on va se faire un bon enchaînement d'étapes du Tour de France. Donc, comme je disais, je suis en reconnaissance quelque part pour le jour où je le jouerai avec une équipe qui comporte un leader capable de l'emporter. Parce que on se doute bien que avec la concurrence là qu'il y a sur ce Tour de France, c'est-à-dire un team Jumbo-Visma très très complet sur lequel Roglic, Dumoulin, Kreswijk ont été emmenés. On a Wout van Aert qui joue le gardien en fait du temple, lui. Hein. C'est lui qui décide à quel moment ça part et puis à quel moment on verrouille et ça part plus. C'est rigolo. À chaque fois, j'ai Wout van Aert qui ferme à un moment donné, qui dit voilà, bah allez, vous pouvez partir. Par contre, les autres, ils sortent plus. Donc c'est assez récurrent. Vous verrez, il y a d'autres étapes sur lesquelles c'est aussi comme ça que ça se produit. Thomas de Gendt est évidemment envoyé à l'avant hein, sur cette étape-là, arrivé au sommet à Orsières-Merlet. Et donc, pas mal de possibilités. Hein. Ça dépend le champ qui est laissé par le peloton à cette échappée. S'il y a du champ, tout est possible avec de Gendt, même si sur les GPM, il est évidemment moins vif, hein, il est moins rapide que ne peuvent l'être d'autres coureurs qui viennent comme ça lui piquer les points, mais c'est pas dramatique parce que l'essentiel des points a déjà été pris sur d'autres étapes précédentes, puis il en reste encore pas mal à aller chercher. De Gendt jouit d'un bénéfice assez agréable qui est celui du coureur qui a beaucoup de retard au général, donc je suis à peu près certain de pouvoir échapper de Gendt quand je le souhaiterai. Après il restera aussi la question de le reposer à d'autres moments, puisque si je l'échappe sur toutes les étapes, on va arriver à un niveau de fatigue, à un niveau de fraîcheur. Hein, vous savez, dans le petit écran de présentation, d'annonce des étapes, vous avez l'écran qui comporte une colonne fraîcheur. Et sur la fraîcheur, il faut par contre surveiller un petit peu et ne pas envoyer à tort et à travers de Gendt tout le temps devant. Donc là-dessus, par exemple, ça roulait un petit peu trop. J'ai vite rétracté de Gendt quand j'ai compris que ça n'avait aucune chance d'aboutir pour l'échapper, puisqu'apparemment les équipes dominantes que sont la Jumbo-Visma et, vous verrez plus tard, Ineos entrer en scène, ont décidé de rouler assez fort pour que les favoris s'expliquent en fait hein, sur cette première arrivée au sommet de ce Tour de France, étape 4 déjà. Hein. On est déjà à l'étape 4, il y a une arrivée au sommet, ce qui veut dire que, entre parenthèses, un sous-objectif que j'avais et qui était avec Tim Wellens d'éventuellement gagner une étape, c'est déjà fait. Donc ça va, le contrat il est rempli. J'aurais bien aimé que Wellens porte le jaune, voilà, juste un jour même, s'il faut. Juste une journée en jaune pour Tim Wellens, mais même ça paraît d'ores et déjà hypothéqué de par la nature de l'arrivée de l'étape 4 et le fait que Warren Barguil aura repris, comme je vous montrais en intro, Wellens sur l'arrivée de l'étape 2 qui a privé d'une bonif et du maillot jaune à ce moment-là. Donc je pense que le spot il est déjà passé pour nous. On ne portera probablement pas le maillot jaune sur ce Tour de France. Après tant mieux, hein, quelque part il y a une certaine difficulté et c'est appréciable. Vous voyez ici c'était Kwiatkowski qui emmenait devant Geraint Thomas, et puis ensuite c'est le moment des échappées, enfin des tentatives d'attaque, pardon. C'est Thibaut Pinot qui allume la mèche. Alors est-ce que c'est pas un peu trop tôt là encore pour partir? On va voir, hein, on va voir tout ça. Donc on voit que derrière il y a pas mal de coureurs en mesure de réagir, donc c'était peut-être un petit peu trop tôt pour Thibaut Pinot sur cette étape-là, d'autant plus que derrière, voilà, il va y avoir un regroupement et contre-attaque immédiate de Remco Evenepoel avec Roglic, Bernal, et puis un petit peu plus loin, Pinot et Bardet. Donc là, on est sur du très très lourd. Regardez, il y a Roglic et Bernal qui s'avèrent être probablement les deux plus forts, je le disais un petit peu avant. Il y a Dumoulin qui a du mal, on l'a déjà perdu, Dumoulin. Warren Barguil qui s'arrache dans un groupe où Tim Wellens figure encore, mais il faut voir un petit peu. Il me reste de la barre quand même, hein. Je peux encore essayer d'aller pousser l'effort pour reprendre peut-être Evenepoel, mais devant par contre c'est réglé, hein. Il y a Roglic qui est inatteignable et Bernal qui risque de faire deuxième, oui voilà, dans la brume, arrivé au sommet dans la brume, et quand même une jolie troisième place pour Tim Wellens qui au moins aura le mérite d'avoir existé sur cette étape-là
il n'est vraiment pas dit que ce soit le cas par la suite. Il n'y a pas de spoil, mais c'est tellement difficile. On avait la chance ici d'avoir un soutien aussi de poids. C'était un très très bon Philippe Gilbert sur cette étape-là qui termine dans de très bons délais et qui aurait été le dernier soutien à Tim Wellens, mais qui se retrouvera forcément un peu seul par moment. Hein. Donc 12 secondes sur Roglic, mine de rien, c'est beaucoup. C'est beaucoup au moment où l'on va constituer notre équipe pour les championnats du monde. J'ai pas réellement eu de choix. C'était la Belgique, bien sûr, hein, qu'il fallait choisir avec cette équipe-là. Et donc, Belgique sélectionnée. Voilà, on n'a pas vraiment de surprise sur les coureurs qui voulaient venir ou qui ne voulaient pas venir. Pour ce qui est du contre-la-montre, il y en a deux. On a aperçu notamment Wout van Aert qui ne souhaite pas se rendre sur les championnats du monde. Avouons que c'est un peu dommage et un peu irréaliste, mais c'est pas dramatique non plus. Voilà. Après tout, pourquoi pas. Et puis, vous voyez, les petites évolutions de dossier, petites évolutions qui font que on est à ajouter. Voilà, maintenant j'ajoute quelques petits gars que je veux prolonger, mais qui coûtent pas trop de points. On devrait pouvoir boucler notre mercato avec le nombre de points impartis, avec le phénomène des points transferts, hein, outre les points dossiers là qu'on a dû compter un petit peu, savoir à qui on les donnait, à qui on les donnait pas. Les points transferts vont aussi jouer un rôle très important. Il faudra essayer de bien compter les points, de dépenser dans le bon ordre, parce qu'on est limité à 60 points. Avec l'Auto-Soudal, ça va pas être trop impactant. Mais par exemple, dès lors qu'on joue avec une équipe qui est plus faible, et alors si elle est en Conti Pro, l'équipe, là, vous êtes ultra limité dans votre recrutement et c'est assez gros. Il y a aussi un autre cas de figure, c'est lorsqu'on se retrouve avec je dirais beaucoup de coureurs à renouveler, ce qui est un peu notre cas, hein, mais heureusement ils demandent pas beaucoup de points. Quand on a beaucoup de coureurs très coûteux en points à renouveler, là ça peut aussi s'avérer assez problématique, cette histoire de 60 points. Donc il y a une limitation du jeu pour pas se constituer des équipes cheatées, ce qui est à mon sens plutôt une bonne chose. Ici, sur ce final de l'étape 5, qui est plutôt dévolu aux sprinters, a priori, je vais quand même tenter ma chance avec Philippe Gilbert, on sait jamais. Gilbert, est-ce que Philippe Gilbert peut terminer comme ça? Non. Non, du coup, on va essayer peut-être plutôt de lancer Degenkolb à l'aide du travail de Yellow Wallace et de Van der Sande. Et voilà, après, on va voir un peu dans l'emballage final comment les choses se passent. Vous voyez, il y a à droite, il y a un très très bon travail de Sagan pour lancer, ça y est, il est lancé, Pascal Ackermann. On aperçoit Brian Cocard qui a failli aller jouer un mauvais tour, je dirais, à Ackermann, et puis c'est Christophe devant Degenkolb. Donc on est sur des costauds qui viennent comme ça terminer cette étape. Ok, donc la 5, on a bien compris, ça a du mal à échapper à un sprint. Il faudra y penser sur la constitution des futures équipes, je dirais, pour de futurs Tours de France. Et après, il y a cette étape 6, moi je la trouve assez effrayante dans ma position 1 avec l'Auto-Soudal. Elle est assez effrayante parce que, au final, vous avez vu, j'ai tout de suite échappé de Ghent. Hein. Lui, comme il est maillot à poids, il démarre devant et du coup, il peut tout de suite s'échapper. Et avec son retard, comme je disais tout à l'heure, il peut partir sans le moindre problème. Du coup, évidemment qu'on envoie De Ghent à l'avant. Après, j'ai essayé d'accompagner De Ghent avec Philippe Gilbert. L'idée est la suivante. C'est dans l'optique où le peloton roulerait et où il y aurait une reprise de l'échappée au cours de l'ascension, ce serait que l'un décroche, puis l'autre. Vous savez, j'aime bien envoyer mes types à l'avant pour aider Tim Wellens, en tout cas en le protégeant et en économisant un petit peu sa barre autant que possible, parce que la journée s'annonce mauvaise pour Wellens, avec une forme de seulement, entre guillemets, plus 1. On sait qu'à plus 1, comme ça, sur tel type d'ascension, non, ça risque de caler. Hein. On risque d'avoir une grosse dégringolade au classement sur cette étape-là pour Tim Wellens, qui jusque-là arrivait à faire un petit peu illusion, hein, mais c'était un peu sous respiration artificielle, hein, si je peux le dire ainsi. Donc les petits sprints intermédiaires, voilà, je prends les points avec De Ghent, on sait jamais, mais on n'a pas d'ambition réelle de maillot vert, hein,
De Ghent, c'est maillot à pois. Et j'aimerais aussi une victoire d'étape, si c'est possible. Après, on sait bien que quand on s'échappe, il y a forcément un moment donné où le peloton laissera filer. Tiens, est-ce que ce serait cette fois-ci? Il y a de grandes chances que oui. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Alors, sur les sprints intermédiaires, De Ghent, fidèle à la coutume, j'allais dire, se fait bien avoir par d'autres qui lâchent pas mal d'énergie probablement. Je décide d'en lâcher un petit peu moins pour certes prendre la roue, mais ne pas chercher en effort curseur à aller à tout prix arracher une poignée de points. Vous voyez ici Jumbo-Visma qui fait un gros effort pour essayer de clarifier les situations dans le groupe de Roglic, le maillot jaune. Ça veut peut-être dire que Roglic s'annonce très fort, on va voir. J'ai remarqué qu'il y avait quand même souvent, quand une équipe comme ça, très forte, roule, c'est rarement pour rien. Hein, et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu la réalité. Des fois, on a évidemment le scénario inverse qui se produit, hein, voire Education First sur le Giro qui avait précédé avec cette équipe. Education First qui roulait très régulièrement, très fort, et qui au final le faisait un petit peu pour rien parce qu'ils n'arrivaient jamais à tirer les marrons du feu pour leur leader d'alors qui était Higuita sur le Giro qu'on avait vu dans cette partie. Puis sinon, on peut aussi penser à certaines fois, regardez, Vuelta 2019 où Astana IRL fait un boulot monstrueux pour essayer de décrémer, et puis au final Miguel Angel Lopez n'était pas assez fort ce jour-là. Bref, voilà, souvenir. En tout cas, on a ici les favoris qui commencent à attaquer alors que la victoire paraît relativement acquise, hein. Pour De Ghent, il aura été le plus fort de très loin du groupe d'échappés, donc pour la victoire il n'y a plus de doute. Non, par contre c'est à l'arrière que l'éclat annoncé risque de se concrétiser pour Wellens. Il y a toutes les peines du monde avec très peu de barres à ce stade-là à revenir sur un groupe qui n'est pas si loin, hein, si près, si loin, hein, c'est toujours la même chose, hein. Je pense que le plus 1 est rédhibitoire de forme du jour. C'est normal, Pic a été décalé à cause du Giro, etc. Il y a 1000 raisons, hein. On se souvient que le début de tout ça, c'est la blessure sur le Pays Basque, hein, qui décale tout et qui change totalement la saison de Tim Wellens. Et que du coup, il est pas sous pic à cette étape 6, et il fallait absolument être sous pic. Donc c'est vrai que si par exemple je rejouais un tour comme ça avec un puncher capable de rivaliser mais un peu limite en montagne, il faut absolument être au plus tard sous pic à l'étape 6 le matin. Sinon, c'est terminado. Tu prends un éclat dans la bouche et ça va être un petit peu ce qui va se produire là. Donc Thomas De Ghent s'en va vers une victoire sans suspense, puisqu'il était sans concurrence réelle, hein, dans l'échappée. Et en revanche, derrière, il n'y a personne qui est en mesure de ramener Wellens, qui doit un petit peu se consommer en plus devant. Ça a tendance un peu à relancer. Vous avez vu Thomas qui roule pour Bernal. Donc on voit, je vous ai rajouté une petite image de l'arrivée dans le même temps de Thomas De Ghent. Ok. Carapace est là également. Geraint Thomas roule fort. Et puis du coup, on va voir un petit peu comment est-ce que Bernal va s'expliquer ensuite avec Primož Roglic, puisque ce sont les deux qui paraissent les mieux armés, hein, étant donné que la Jumbo-Visma semble avoir choisi Roglic au détriment de Dumoulin, là, dans la partie. Et Soler, hein, peut peut-être se mêler. Il a l'air fort, Marc Soler. Il a l'air pas mal sur ce Tour de France. En tout cas, là, au début, là, il est pas mal du tout. Mais Roglic et Bernal, c'est clairement plus fort. Encore une fois, une très belle prestation pour Warren Barguil, qui doit être particulièrement bien préparé par l'IA. Et derrière, vous voyez, ça s'échelonne. On a Alaphilippe qui craque. On a Sharpman, mais il était sur le Giro, Sharpman. C'est normal qu'il soit moins en jambes. Il termine dans le même temps que Tim Wellens. On est sur le même type de profil, même si moins grimpeur, évidemment, et moins apte aux courses par étapes. Mais Sharpman ne fait pas mieux que Wellens. Et on a pris un éclat assez énorme. On a bien compris, le maillot jaune, c'est dans tes rêves. Hein, on le portera jamais. Là, pour le coup, on a la concrétisation de ce que j'annonçais plus ou moins, de ce que je craignais, de ce que je pressentais. Mais c'est comme ça. Et c'est aussi bien comme ça d'ailleurs, parce que on va se retrouver finalement à devoir se battre pour des clopinettes, hein, par moment. On va devoir essayer d'aller chercher une étape par-ci, une étape par-là. On en a déjà 2. Quelque part, c'est pas mal. De Ghent est toujours en lice pour ce triplé hypothétique
à savoir gagner une étape dans chacun des grands tours la même saison. Je vous avoue que ça me plairait bien. Et puis finalement là, on a rempli nos objectifs au moment où par contre, un énorme coup dur pour l'équipe survient. Il y avait une chute simultanée de Bernal, d'autres coureurs, mais aussi de Tosh van der Sande, qui lui par contre n'aura pas la chance des autres. Les autres sont repartis et lui ne repart pas. Je dis coup dur parce que c'était celui que j'avais sélectionné pour ce Tour de France pour emmener John Degenkolb. C'était son poisson pilote en quelque sorte, à partir du moment où le choix avait été fait d'emmener plutôt Degenkolb, mais c'était aussi une logique de saison, hein. Si tu mets Degenkolb sur les classiques, c'est normal de peut-être le prévoir pour le Tour de France. Et de ce fait, tu vas pas emmener Caleb Ewan en même temps que John Degenkolb. En tout cas, c'est pas mon trip, quoi, de faire ça. Voilà. Je préférais éclater un peu et mettre Ewan sur Giro et Vuelta pour avoir des possibilités de victoire d'étape également sur ces deux grands tours-là. Le final de l'étape 7, ici avec Wallace. Du coup, j'ai demandé à Gilbert de servir de poisson pilote pour John Degenkolb, qui manque un petit peu de capacité à... Ouais, personne ne peut supplanter apparemment Ackermann sur tous ces sprints-là. La hiérarchie semble assez établie avec 1 Ackermann, 2 Coquard, 3 reste du monde. Et donc, confirmation, même si Christophe est quand même assez, de manière assez récurrente présent sur les arrivées au sprint, mais voilà. Étape 8, celle-là s'annonce très excitante. Arrivé après un enchaînement de cols comme ça dans les Pyrénées, c'est un grand classique du Tour de France évidemment, et également de Pro Cycling Manager. Alors sur le 2019, sur le 2018, on avait à peu près la certitude de pouvoir gagner ces étapes-là avec quelqu'un qui descend très bien et qui monte correctement et qui résiste au final aux attaques ou alors même à la neutralisation, et du coup c'est plus facile de la course dans les ascensions qui précèdent. Maintenant, qu'en est-il de Pro Cycling Manager 2020 ? Vous allez voir qu'il y a quelques différences parce que cette étape-là est une étape que j'aurais probablement eu plaisir à gagner avec Tige Benoît à l'époque quand je jouais avec, ou Van Der Poel et son 73 de montagne au maximum dans la série de l'an dernier, etc., etc. Des tas de punchers finalement, hein, puisque le profil là c'est le puncher qui peut grimper, donc c'est même moins fort que Alaphilippe, hein. Je veux dire, je vais prendre Dylan Teuns, je vais prendre Maximilian Schachmann, et encore là il est même aussi très très fort dans ce jeu là, sur ces databases qu'on a désormais, qui ont été aussi un petit peu justement réajustées pour permettre que Schachmann soit évalué à sa juste valeur. Bref, vous voyez, le puncher un peu moins fort que ces gars-là avec lesquels par contre la victoire était garantie, hein. C'était même pas hypothétique, c'était certain. Donc avec une forme du jour correcte, juste, hein, pas besoin d'avoir le plus 5 pour aller chercher cette étape-là avant. Et donc voilà, tout l'enjeu ici c'est de voir comment est-ce que va se passer la triple ascension, hein, si je peux dire, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit, et dans quelles conditions est-ce que Tim Wellens va arriver au sommet du 3e col. Donc j'ai envoyé Thomas de Gendt, vous l'avez vu, à l'avant. Déjà, ce qu'on peut signaler, c'est qu'il y a eu un relatif écrémage dans la première ascension déjà. Le team Ineos, par exemple, est très 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 présent. Ineos est très très fort, mais il ne faut pas oublier la force de Jumbo-Visma également sur ce tour. Donc c'est marrant parce qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à ce à quoi on pourrait assister, tout du moins en tout cas sur cette opposition de deux équipes qui surdominent ce Tour de France, à ce à quoi on pourrait assister dans la réalité dès la fin août et le mois de septembre prochain. Moi j'ai envoyé De Gendt à l'avant parce que c'est ma seule arme au final, parce que même Gilbert, difficile pour aider Tim Wellens, même si on a du très grand Gilbert, il aura du mal à aider Tim Wellens bien loin en tout cas. Et c'est comme ça qu'on va voir dans le port de Balès que Tim Wellens va se retrouver très très seul, mais très très vite en fait. Il reste encore une énorme partie d'ascension. Et puis c'est là qu'on va découvrir, pas découvrir, parce qu'on l'a tous plus ou moins compris depuis qu'on joue au APCM 2020, hein, les gens qui l'ont depuis le début en tout cas.
il y a une attitude de l'IA qui est bien différente de celle qu'on avait avant. Et ce qui illustre parfaitement ça, c'est cette attaque de Warren Barguil qu'on a vue, mais pas seulement. Regardez, il va y avoir comme ça directement ensuite contre-attaque Pinot, Roglic, Barguil, Woods, Omen, Bardet. On voit qu'ici, par exemple, Soler et Bernal, qui sont très très forts, ne choisissent pas de réagir par l'attaque. Ils réagissent plutôt par le tempo. Il y a quasiment plus que, en tout cas, des leaders dans ce groupe. Ça y est, ça a explosé. Alors, il y a peut-être encore un ou deux équipiers qui traînent, mais on a aperçu Lutsenko également. Devant, De Gendt a beaucoup de difficultés à contenir Tish Benoît et O'Connor également. O'Connor qui est pas mal du tout sur cette étape-là. Du coup, c'est très délicat. Et regardez, c'est en toute fin comme ça d'ascension de ce port de Balès que je vais avoir beaucoup de difficultés, beaucoup d'appréhension même avec Tim Wellens, que j'ai vraiment mis en effort à 99 curseurs parce que je me dis qu'il faut à tout prix basculer avec les meilleurs. Ça va presque être le cas. Est-ce que ça va être le cas? C'est toute la question. Remco Evenepoel aussi qui est pas mal du tout. On aperçoit, en tout cas, les meilleurs sont là avec Jakob Fuglsang également. Vous aurez noté que j'ai fait décrocher De Gendt. À peine il avait validé les points au GPM, voilà, De Gendt est maintenant en soutien de Wellens pour essayer de protéger le plus efficacement possible, et puis après on verra bien ce qui se produit. Donc Alaphilippe est encore présent, parce que c'est ça aussi qui me surprend énormément en fait sur cette version là du jeu, la 2020. Regardez comme ça attaque tout de suite, voilà, terrible, hein. Sur Dampère Sourde, on a tout de suite une attaque assez forte de Roglic, Barguil, Bernal, Soler, Fuglsang dans un deuxième groupe, puisque Roglic, Bernal et Barguil ont l'air vraiment d'être très forts, ce sont les trois premiers au général d'ailleurs. Et derrière, moi évidemment, je n'ai pas d'autre choix de toute façon que d'essayer de la jouer doucement, en espérant que ça se calme devant et qu'on puisse ensuite réagir. On a compris que c'était un petit peu le thème sur ce jeu-là. Il suffit de regarder la manière dont se passait le Giro qu'on avait proposé avec cette équipe Lotto Soudal, pour s'apercevoir que tout simplement tu as une attaque un petit peu disproportionnée parfois, et ensuite les mecs craquent, ils rentrent en fringale. Regardez ici, c'est Barguil qui a craqué, Roglic ensuite. On a finalement plus que Soler et Bernal devant qui ont repris O'Connor et Tish Benoît, qui vont d'ailleurs probablement s'en débarrasser dans pas très longtemps, quoique tout le monde, sur le visuel là, tout le monde est en fringale. Donc normalement, personne ne doit distancer personne. Roglic est légèrement distancé de quelques secondes, mais il s'accroche. C'est fringale contre fringale. Barguil également, mais avec un petit écart supplémentaire. Et Tim Wellens bascule au final pas très loin de tous ces gens-là. Il y a peut-être quelque chose à faire en essayant de booster la descente. On sait qu'on a le droit d'attaquer dans la descente. On peut arriver comme ça à faire des petites différences, ou alors parfois essayer de récupérer un petit peu de temps. Regardez, on va essayer de s'appliquer à reprendre un maximum de temps ici. Voilà, j'attaque, tant pis. Quitte à ne pas gagner l'étape, c'est pas grave, mais au moins j'attaque pour essayer d'arriver dans le même temps que les tout meilleurs. Ce sera assez probablement chose faite. Donc Roglic, Bernal, Soler, Wellens qui fait 5. Déjà là, on se perçoit qu'il y a une énorme différence entre PCM 2019, ou 18, ou 17 même, et 2020, parce que sur ces jeux-là, jamais l'étape ne se serait achevée de cette façon-là, parce qu'on n'aurait pas eu les attaques qu'on a eues au moment où on les a eues, et que du coup, la course aurait été plus tranquille en fait, plus longtemps, ce qui aurait permis d'économiser de la barre, de basculer avec les meilleurs et de régler tout ça sur la descente. Donc, point positif, c'est positif d'avoir finalement un jeu où les tout meilleurs en montagne arrivent peut-être à faire un petit peu plus d'écrémage, à faire plus de décisions. Le lendemain, étape pas similaire du tout, mais en tout cas qui est un peu dans le même esprit, avec un enchaînement. Là ici c'est Ourser, puis Soudé, ils sont, on voit le hors catégorie et puis le catégorie 2, voilà, qui interviendront environ vers les 40% de l'étape environ. Et ensuite ce sera Ischer puis Marie-Blanc. Marie-Blanc est très violent, il faut se méfier de ce col là parce qu'il est très difficile. Voilà, allons-y. J'ai échappé Thomas De Gendt, ça c'est la constante. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire là-dessus
qu'échapper Thomas de Gendt, puisqu'il essaye de choper les points de la montagne. Par contre, si on veut lui adjoindre quelqu'un pour l'aider et le soulager un petit peu dans certaines tâches de l'échapper, et donc le protéger plus longtemps pour qu'il soit plus efficient sur la fin de course, fin d'étape, eh bien, ça n'est pas possible. J'ai essayé avec Philippe Gilbert, j'ai aussi essayé... Bon, après, j'ai pas beaucoup de candidats, hein. mais j'ai essayé avec Gilbert notamment, vous avez vu, la porte, elle est fermée. Il y a Wout van Aert qui garde tout ça. Tu n'as pas le droit de sortir. Ça, c'est des histoires de nombre d'échappées, je pense. En tout cas, c'est l'hypothèse la plus plausible. Voilà. Thomas de Gendt se retrouve donc à l'avant. Tiesj Benoot et Ben Hermans, cette fois-ci, l'accompagnent. Oui, sauf que ça va être un petit peu trop dur pour De Gendt ce jour-là. Benoot et Hermans s'échappent donc, et De Gendt peut un peu juste viser les points de la 3e place sur ce col hors catégorie, ce qui est quand même assez précieux, hein, potentiellement. Et puis là, regardez, il va y avoir un truc amusant. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Il nous casse les couilles, là! Mais ouais, parce que pourquoi est-ce que Dries Devenins vient comme ça sprinter pour une 3e place? Dries Devenins n'est absolument pas vraiment concerné par le classement de la montagne. Enfin, en tout cas, il n'est pas... du mal à imaginer qu'il aille à Paris avec les poids sur le dos. À la limite, Benoot qui vient engranger plein de points, ouais, ça peut se défendre. Mais Devenins, et non, il est venu piquer les points à De Gendt. Alors c'était plus pour rigoler, hein. C'est pas bien important. Non, ce qui peut être important plutôt, c'est de voir le comportement. Regardez par exemple Ackermann qui est encore dans le même groupe que Philippe Gilbert. Il y a des trucs comme ça qui sont étonnants, hein. On est dispersé, hein. Il y en a partout, hein. C'est normal, hein, après ce difficile enchaînement Ourser soudé. Mais devant, par contre, je me retrouve en fâcheuse posture avec De Gendt qui est un peu en chasse-patate, parce que, regardez, une fois qu'il aura un petit peu attaqué dans la descente, ça c'est le petit spécial, le groupe à l'avant, le groupe Devenins, Benoot, Hermans, 3 Belges, c'est amusant, un 4e qui est en poursuite, s'avère, à mon sens, trop fort pour De Gendt ce jour-là, qui n'a bientôt plus de barre. Du coup, je choisis la prudence, je choisis de rapatrier De Gendt dans le groupe. Vous voyez Costa en poursuite, mais sinon derrière, c'est le groupe maillot jaune qui roule à blinde avec un Alexandre Genier qui donc roule probablement pour Romain Bardet, hein, il n'y a pas d'autre hypothèse. Voilà, on a reconstitué un groupe de 3 sur ce groupe maillot jaune. Vous voyez que les Jumbo-Visma sont encore pas mal représentés, et Mollema qui tente sa chance, mais c'est un petit peu loin de l'arrivée, et surtout un petit peu voué à l'échec, hein, d'attaquer à cet endroit-là. C'est ensuite Sam Oomen et Warren Barguil qui vont attaquer. Donc ça s'excite bien avant la fin, on a l'habitude, hein, c'est la nouveauté de cette année. C'est bien aussi, hein, ça donne du sel à la course, hein. Moi ça m'a fait péter Kras et De Gendt, hein, parce que ils étaient déjà pas loin de rendre les armes, et puis là fatalement tu te retrouves avec 2 mecs qui vont pas pouvoir aider leur leader. Et regardez bien où est-ce que je vais retrouver Thomas de Gendt après ce petit moment où j'observe, et puis après je relève les deux, hein. Je les relève, hein, clairement. Ben Wellens, que j'ai envoyé ravitailler, évidemment s'est pris une cassure. Et oui, parce que c'est aussi ça le truc, c'est qu'on peut se prendre des cassures juste parce qu'on allait ravitailler. Donc ça, c'est un peu pénible. J'avoue que c'est un aspect du jeu. Là, pour le coup, c'est un parasite du jeu, hein. Et du coup, je me retrouve obligé à devoir faire l'effort avec pauvre Tim Wellens là, qui est pas bien, hein. Il ne se sent pas bien. On va voir après de quoi il s'agit réellement. Après, ne se sent pas bien, mais j'ai hérité d'une forme du jour stratosphérique. Donc on peut aussi se demander comment est-ce que tout ça est possible. C'est un petit peu paradoxal, je dirais, hein. Du moment que le mec ne se sent pas bien, il faudrait que par exemple qu'on puisse pas avoir plus 2 ou plus 3, mais pas plus 5. Toujours est-il qu'on assiste ici par contre à un scénario étrange. Sam Oomen, on l'a laissé partir, pourtant il est top 10 au général, donc il pouvait représenter une forme de menace pour l'IA. Barguil, tranquille. Roglic, tranquille. Fuglsang, tranquille. Soler, Pinot, Bernal, tout le monde est relativement tranquille. Ça roule un petit peu du côté d'Ineos, bon ok, avec Geraint Thomas qui essaie de filer un petit coup de pouce à Egan Bernal. Et puis nous, dans la descente, on va essayer de se refaire. Et je vais saisir une roue un peu opportune, celle de Roglic. Pourquoi ?
tout simplement parce que Roglic est en train de répondre à une attaque d'Egan Bernal, et donc c'est une opportunité qui est assez intéressante pour nous, parce que regardez, ça va scinder le groupe de poursuivants de Sam Oomen en deux, donc c'est bien, il y en a qui ont concédé du temps sur cette histoire-là, et Wellens il est solidement positionné pour peut-être faire, vous savez, ce fameux départ, le fameux contre à 1,5 km, 2 km vers là, des fois un peu plus, de l'arrivée. Donc je tente ma chance ici en me disant, allez, on sait jamais, ça peut peut-être marcher. Est-ce que ça peut marcher ou est-ce qu'on va se faire reprendre? Eh bien, ça va marcher. On va prendre cette étape-là un petit peu à l'ancienne. Hein. Et pourquoi est-ce que finalement on a réussi à la prendre malgré ce scénario de course qui était assez défavorable, hormis la forme du jour qui était par contre elle assez favorable, mais un scénario qui est très défavorable au moment où on se fait lâcher sur une prise de bidon. Franchement, j'étais un petit peu dégoûté, tout simplement parce qu'il y a eu finalement aucune activité réelle dans Marie-Blanque. Et voilà. Et là, par contre, on a un vilain verdict. Le vilain verdict, c'est quoi? C'est Tim Wellens qui est atteint d'une angine. Alors l'angine, c'est embêtant. Hein. C'est très embêtant. Le lendemain, c'est Tish Benoît qui jette l'éponge. Donc c'était le principal rival de Gent. Wellens ne va pas mieux. En tout cas, il ne va pas pire. Et du coup, la question, elle se pose à partir de là. Qu'est-ce qu'on fait avec Wellens? Est-ce que tant pis, on le fait abandonner? Et écoute, tant pis. Hein, mais après, je suis en train d'attendre un pic de forme qui a été déjà lui-même décalé par la première blessure. Souvenez-vous qu'il avait tout décalé sur le Giro. Donc c'est un truc de fou. Si je retire Wellens de la course, alors qu'il reste quand même... Là, on a joué 9 étapes, donc il en reste 12. Hein, je vais non seulement pas profiter du pic qui devrait apparaître quelques jours plus tard, mais en plus retarder l'apparition de ce pic, puisqu'il y aura moins de points de course qui vont être accumulés, et donc finalement me retrouver avec un pic qui limite va terminer le premier jour de la Vuelta, quoi, si je caricature un petit peu les choses. Donc assez compliqué, c'est un peu le bazar dans l'organisation de la saison de Wellens, ça se passe pas super bien, pour ça on s'accroche un peu aux branches pour essayer d'obtenir 2-3 résultats, mais c'est vraiment compliqué l'histoire. Chute par-ci, fracture du poignet, après c'est angine sur le Tour de France, commence à faire un petit peu beaucoup, hein, surtout si on pense à l'abandon qu'on a subi dans cet épisode, hein, que je vous ai montré précédemment. Bref, ça pose des questions. Est-ce que je devrais le faire abandonner ou est-ce que je le ferai pas abandonner? Je me pose sincèrement la question, je n'ai pas la réponse. En tout cas, il a pris le départ de l'étape 10, parce que l'étape 10 ne lui demande pas d'effort particulier. On va juste essayer, nous, de se positionner pour un John Degenkolb à plus 5, ce qui peut aussi, là encore, laisser rêver, quoi. Laisser rêver à quelque chose au niveau de cette arrivée. Après, on va pas se mentir, il y en a 2 qui sont très très difficiles à prendre et qui sont au-dessus du lot sur ce Tour de France. C'est Pascal Ackermann et Coquard aussi. Hein. Et le problème, c'est que ces 2-là, j'ai du mal à les prendre avec Degenkolb. Je pense que c'est peut-être impossible en vérité, hein, puisque si à plus 5, t'arrives pas à prendre ces 2-là, avec Degenkolb, ça prouve juste que c'est juste pas possible. Regardez, j'ai attaqué peut-être un peu trop tôt. Certains diront, ouais, t'as déclenché un peu trop tôt. Non, mais ne vous leurrez pas, les gars. Bon, déjà, je fais pas pause, j'aurais pu faire pause, hein, certes, mais il y a une explication pour moi, en fait, c'est que Degenkolb, en fait, sa barre, elle tombe très très rapidement au moment du sprint. Et ça, c'est quelque chose. Même si je déclenche plus tard, par contre, là, je subis l'accélération des autres qui est vachement supérieure. C'est pour ça qu'en fait, j'ai tenté de devancer, parce que si tu devances pas, au final, tu te fais complètement déposséder, et limite, il y a un écart de temps, quoi. J'exagère à peine, mais. Donc, non, il n'y a pas vraiment de solution, ou alors, je l'ai pas encore trouvé. J'essaierai de terminer tout ça, avec ou sans Wellens, on verra. Terminer ce Tour de France, avec, pour le moment, le nom des gagnants d'étape, il est assez restreint, hein. Il y a que quoi? Il y a que 4 ou 5 gars qui ont gagné des étapes, quoi, sur 10 étapes. C'est assez restreint. Ackermann, on a bien compris qu'il était le meilleur sprinter et de très très loin. Maintenant, qu'est-ce qui se passera entre Bernal et Roglic? Est-ce qu'on continuera avec Wellens ou est-ce qu'on arrivera à attraper les poids avec Thomas de Gent? Voilà, c'est toute la problématique développée à l'épisode 10. Voilà, bye bye.